Bonsoir à tous, chers Bonsoir. auditeurs, auditrices. Bonsoir. Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Allo la NUPES numéro 13, je crois déjà, donc de la 7e circonscription des Français de l'étranger d'Europe centrale. Donc à tous ceux en Europe centrale et bien au-delà qui nous écoutent, un bon bonsoir. Nous sommes bien, pas enfin si, au complet presque. On est bien nombreux en tout cas aujourd'hui. Comment vous allez les amis? Eh ben super. Ça va, j'ai pas la main à force de taper sur ma casserole. Ah, bah, C'est vrai, c'est vrai. mince, C'est la journée casserole. D'ailleurs, j'avoue, on était en train de préparer de se voir avant et on a complètement zappé. Je sais pas si l'un de vous a entendu quelque chose, mais bon, on entendra quelques commentaires de toute façon. Voilà. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Alors, le programme d'aujourd'hui, donc, on commence avec lui, non? Tu vas d'abord Eh ben oui. parler d'un thème. D'un thème combien sensible. Est-ce que tu veux faire le sommaire ou tu veux que... On va faire le sommaire d'abord. Donc, d'abord, tu vas nous parler de l'immigration donc, dans les différents pays d'Europe et vu aussi par la Commission européenne. Quels sont les différents points de vue. Puis ensuite, on va venir à la niche parlementaire ELV. Cette fois-ci, on avait déjà parlé en novembre de la niche parlementaire LFI. Et maintenant, c'était au tour le 6 avril dernier de ELV avec une invitée, Brigitte, qui est responsable ELV dans la Circo. Et puis ensuite, nous avons la chronique culture, qui est plutôt philosophique aujourd'hui, on va dire. Mais sociologique. Sociologique, je dirais. Ouais, donc de Max Weber, qui est très à la mode, à mon avis. Ses livres se vendent comme des petits pains aujourd'hui en France, tellement on en parle. À mon avis, ceux qui en parlent, c'est ceux qui le lisent le moins. C'est sûrement ça, oui. Et puis on finira donc avec une revue de presse, non? On s'est dit on va un peu voir ce que nos pays où on habite comment ils parlent de la France et du mouvement. Donc on va parler de l'Autriche, de l'Allemagne, de la République tchèque et de la Pologne. Pas tous les pays, mais ça en fait quelques-uns. Vaste programme. Vaste programme. Alors Louis, est-ce que tu es prêt? Par contre, je sais pas, moi je te vois pas dans la caméra. Tu me vois dans la caméra. Est-ce que les autres... Petit problème. Non. Je vais te cacher et te remettre. J'ai l'impression de... Est-ce que ça marche? Ah. C'est la magie du direct. Hein. Avant, ça marchait super Exactement. jusqu'à 5 minutes. Et voilà, comme d'habitude. Ah, là, il y a quelque chose. Non, quand il avait désactivé sa caméra, il l'a remise et... Ah. Et si tu te reconnectes au lien... C'est au melon. Je quitte et je reviens alors. Bon. Oui. À tout de suite. Désolé tout le monde. Ça arrive. Ah, bah on va attendre. Les aléas du direct. Bon. Voilà. De la technique, oui. Passage, aucun de vous Du coup, personne n'a écouté ce qu'il a raconté, l'autre là. Et non. Ah ouais, c'était quand? Ah non, bien sûr que non. C'était la grève. Mais... Ah, voilà. Ça y est. Ça y est, parfait. Et maintenant, je te vois aussi sur le stream. Eh ben, c'est formidable. On va pouvoir parler de quelque chose de plus intéressant maintenant. Eh ben oui, on va parler d'un sujet brûlant parce que y a une triple actualité sur l'immigration qui nous concerne, nous les Français de la 7e circonscription, parce que il y a un projet de loi en France sur l'immigration, il y en a un en Allemagne, et en plus il y a la Commission européenne qui essaie de débaucher un système européen. Chez les trois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une volonté de faciliter l'immigration économique, ce qui est dans le débat public pas le concept le plus à la mode, parce que l'UE, c'est tout simple, fait face à des pénuries de travailleurs, et vraiment tous les pays de l'UE, et ça c'est intéressant, tous les pays de l'UE, tous, font face à des pénuries de travailleurs dans des secteurs très divers, et surtout à tous les niveaux de qualification, c'est-à-dire aussi bien pour les métiers assez peu qualifiés que pour les métiers très qualifiés. Et pourtant, il y a un état d'esprit qui est assez différent entre l'échelle européenne, l'Allemagne, la France et les autres États membres.
On va commencer d'abord par l'UE, parce que l'UE, la Commission européenne, hein, de von der Leyen, a compris le problème de recrutement et elle compte sur sur l'immigration économique. Et pour cela, elle a déclaré l'année 2023 l'année des skills. Donc l'idée, c'est de mettre en avant les compétences. Et cette mise en avant des compétences, cette amélioration des compétences des Européens, ça passe pour la Commission aussi par l'ouverture de canaux d'immigration économique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système européen. Il y a juste Frontex qui gère les frontières extérieures, mais sinon, chaque État a ses propres procédures. Et là, la Commission européenne a vraiment lancé un grand raoult pour essayer de créer un système européen qui serait favorable à l'immigration économique. Parce que l'UE, contrairement à ce qu'on peut penser, est très peu attractive pour les candidats à l'immigration économique qui se tournent majoritairement, quand ils le peuvent, vers les USA et le Canada, qui sont vraiment un peu les phares et des pays qui sont très attractifs. Et donc, vous avez là, en ce moment à Bruxelles, tous les acteurs du policymaking à Bruxelles, notamment les think tanks, qui se sont mis en branle pour essayer de débaucher des solutions. Parce qu'il y a vraiment une volonté de mettre ce thème à l'agenda et de motiver les États membres. Bon, le problème, c'est que l'état d'esprit à Bruxelles, c'est pas du tout le même que dans les États membres. Autant dans la bulle européenne, il y a vraiment un soutien assez majoritaire au principe d'immigration économique. Vous avez même des gens qui pensent que non seulement il n'y a aucun risque de submersion, hein, qu'on entend parfois dans les médias, mais qu'en plus l'UE fait face à de telles pénuries et à une démographie qui est tellement déclinante que jamais l'immigration économique sera suffisante pour combler ça. Donc c'est vraiment un des années-lumière de l'état d'esprit qu'il y a parmi les États membres, et notamment en France, sur l'immigration, parce que globalement, très peu d'États membres sont favorables à l'immigration économique, et vous avez de plus en plus d'États membres, et notamment des États membres qui sont censés être assez ouverts d'esprit, comme la Suède et le Danemark, qui en ce moment sont en train de renforcer leur législation contre l'immigration, alors même que leurs entreprises leur demandent d'ouvrir les canaux d'immigration. Malgré tout, en ce moment, il y a 2 États qui ont mis en place qui sont en train de discuter de projets de loi sur l'immigration, c'est l'Allemagne et c'est la France, et les 2 sont vraiment dans un état d'esprit assez différent. D'un côté, il y a l'Allemagne, qui est assez à l'aise avec l'immigration depuis Merkel et qui continue de compter dessus. Vraiment, l'Allemagne fait face à des très, très grosses pénuries, de travailleurs. Il y a plus de 2 millions de postes qui sont vacants en ce moment. Et en plus, vous avez 7 millions de baby-boomers qui vont partir à la retraite très bientôt, donc il va y avoir des grosses difficultés de recrutement. Je crois qu'il faudrait à peu près 400 000 immigrés par an pour maintenir le niveau du marché de l'emploi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des besoins colossaux. Et là, la coalition actuelle vraiment compte sur l'immigration économique. Les entreprises aussi, et ils viennent de présenter un projet de loi, donc qui n'est pas encore adopté, hein, qui va être discuté, qui vraiment a pour but d'ouvrir les canaux de l'immigration économique et qui prend pour modèle, le gros modèle dans le game de l'immigration économique, c'est le Canada, qui est un pays qui est très transparent dans ses procédures, qui a des procédures centralisées, qui a un système de points en fait pour noter les immigrants et qui fait venir ceux qui ont les meilleures notes, et qui est un pays qui est assez ouvert et qui vraiment essaie vraiment d'intégrer, à une vraie volonté d'intégrer les personnes étrangères. Donc en gros, l'idée du projet de loi allemand, ce serait d'assouplir tous les critères d'entrée sur le territoire. Il n'y aura même plus besoin de parler allemand. Ils vont aussi également mettre en place une nouvelle loi sur la citoyenneté pour permettre aux étrangers d'obtenir plus facilement la nationalité, et de régulariser presque 100 000 déboutés du droit d'asile. Voilà. Donc en Allemagne, il y a vraiment un état d'esprit qui est assez pro-immigration économique. Donc après, ça peut poser beaucoup de questions, hein, l'immigration économique, parce que souvent ça revient un peu à piquer des cerveaux quand même à des pays étrangers. Mais en tout cas, voilà, ce qui est assez, l'Allemagne, c'est un peu vraiment le seul pays qui est assez ouvert en Europe vis-à-vis de l'immigration. Maintenant, il y a quand même un deuxième pays qui a qui a récemment proposé un projet de loi pour faciliter l'immigration économique, c'est la France. Le gouvernement avait présenté un projet de loi il y a quelques semaines, qui finalement d'ailleurs sera divisé en plusieurs sous-projets, mais ça on va y revenir. Et lui aussi voulait développer l'immigration économique, mais comme on a un contexte assez xénophobe en France, le texte voulait donner des gages à la droite, en rendant aussi, sous certains autres aspects, l'immigration plus compliquée. Donc on va d'abord vite fait faire une petite overview du projet de loi, qui repose un peu sur 4 gros piliers.
Le premier pilier, c'est l'intégration et les titres de séjour qui rajoute des conditions pour obtenir le titre de séjour. Donc ça rend plus difficile du coup, parce que les étrangers qui demandent une carte de séjour devront avoir des compétences minimales en français, alors qu'avant on leur demandait juste d'avoir suivi une formation sans qu'il y ait un seuil de compétences. Et pareil, si la préfecture considère que des étrangers ne respectent pas les principes de la République, ils pourront perdre leur carte de séjour ou ne pas se la voir renouvelée. Et il y a aussi un élargissement, plus généralement, des motifs de non-renouvellement à la menace grave à l'ordre public. Donc ça, c'est un premier projet, donc du coup, qui rend plus difficile l'obtention de titre de séjour. Il y a aussi des possibilités d'éloignement qui sont renforcées. Il va assouplir la protection enfin le texte aurait dû assouplir la protection quasi absolue contre l'expulsion dont bénéficiaient certains étrangers condamnés. Il réduisait aussi les protections contre les décisions d'obligation de quitter le territoire en cas de menace pour l'ordre public. Et il y avait tout un autre tas de mesures pour lutter contre l'immigration régulière qui complétaient le texte. Alors, il y avait quand même juste une seule concession un peu à la gauche, c'était l'interdiction du placement en centre de rétention administrative des mineurs étrangers de moins de 16 ans. C'était la seule chose. Maintenant, il y avait quand même une volonté un peu de faciliter l'intégration et l'obtention de l'asile et de titres de séjour, et notamment une amélioration du contentieux de l'asile devant la Cour nationale du droit de l'asile avec la création de chambres territoriales, alors qu'avant tout se faisait à Paris, et la simplification des procédures pour que l'obtention de l'asile puisse être un peu plus facile. Et surtout, il y a aussi la facilitation de l'obtention de titres de séjour dans les métiers en tension, avec la loi proposée enfin le projet de loi proposé de créer une carte de séjour d'1 an pour les métiers de travail dans les métiers en tension, et aussi une carte de séjour pluriannuelle pour les professions médicales et la pharmacie, parce qu'on fait face aussi à des problèmes de recrutement dans ce domaine. Et les demandeurs d'asile aussi originaires des pays les plus à risque pouvaient travailler, enfin, il était prévu qu'ils puissent travailler immédiatement. Donc en gros, l'état d'esprit de cette loi, c'était assez paradoxal, c'est que d'un côté, il y avait une volonté quand même de faciliter l'immigration économique, sauf que comme la France, justement, est dans un contexte quand même très xénophobe, que vous avez malheureusement quand même l'idéologie anti-immigration qui est répandue et vomi dans les médias, et que vous avez une partie des politiciens, notamment à droite, qui sont très opposés, Macron voulait quand même obtenir leur soutien, donc il leur a donné des gages, mais il a aussi quand même voulu donner des gages à la gauche, en facilitant un peu la procédure d'obtention de l'asile et en facilitant tout le processus du contentieux d'asile. Sauf qu'au final, ces gages donnés à la droite et ces gages donnés à la gauche se sont annulés, et donc la droite trouvait quand même que la loi était trop laxiste, et la gauche, logiquement, trouvait que la loi était pas assez laxiste et vraiment beaucoup trop dure envers l'immigration. Donc comme les deux se sont annulés, en fait, le projet de loi qui avait été un peu présenté en grande pompe a été complètement mis sous le tapis, annulé, et va finalement être... Macron va tenter de présenter différents projets de loi, il va le subdiviser en différents projets de loi qui sont censés peut-être être présentés dans les semaines et les mois à venir, mais on ne sait pas ce que Macron va faire. Voilà. Donc en tout cas, c'est intéressant vraiment de voir cette grande différence entre l'état d'esprit bruxellois, l'état d'esprit allemand et l'état d'esprit des autres États membres, alors que non seulement l'idée de subversion migratoire, c'est extrêmement xénophobe et raciste, mais en plus, ça n'est objectivement vraiment pas un risque. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous m'entendez toujours. Alors moi, je vois pas le chat ici, en fait. Ah si, je l'ai vu. Ah, si Je on crois voit. qu'il n'y a pas de questions dans le chat. En tout cas, lui, tu as été très très clair, je trouve. Et en plus, c'est un thème justement que dans les médias, il n'est jamais présenté sous cet angle. Donc, c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Et voilà, je vois pas de questions. Je veux juste des félicitations pour toi, lui. Merci. Et voilà, encore une fois, merci. Merci. On passe directement au point suivant qui reste dans le domaine parlementaire. Et il s'agit de la niche parlementaire ELV. Et donc, on peut lancer peut-être un petit jingle pour se reposer 10 secondes les neurones. Comme, est-ce que tu nous lances la musique ? Et voilà, on est donc à la deuxième partie de notre émission.
avec Brigitte. Bienvenue ici dans notre émission. Donc, c'est ta première participation. Oui, bonsoir Mathilde. Bonsoir tout le monde. Merci. Et comme je disais, donc toi, tu es responsable co-responsable de ELV dans la circonscription ici. Et dans une ancienne vie, tu as même été conseillère régionale en France. Et si je me souviens bien, proviseur de l'AEFE. Donc, c'était un bâtiment de l'AEFE, une école. Dans le réseau. Ah, dans le réseau. Le réseau français, oui, des lycées français à l'étranger. Alors, nos auditeurs et auditrices connaissent très bien l'AEFE parce qu'on l'a bien traité, donc j'espère qu'ils sont tous au taquet maintenant. La prochaine fois, on t'invitera sur ce thème aussi. Mais aujourd'hui, donc, il s'agissait de parler donc de la niche parlementaire qui a eu lieu le 6 avril dernier. Alors, pour commencer, simplement, tu peux nous rappeler, même si on l'avait déjà fait, qu'est-ce que c'est une niche parlementaire? Ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Oui, volontiers. Alors, c'est l'opportunité, une fois par mois, pendant la session qui dure de octobre à juin, pour les groupes d'opposition ou minoritaires, de présenter des projets de loi et qui sont inscrits donc à l'ordre du jour. Et ils sont examinés en séance de 9h à minuit. Pas au-delà, parce qu'à minuit, c'est comme pour Cendrillon. Le gong de minuit sonne et c'est terminé pour le rêve. Et chaque groupe a son tour de niche, bien sûr. 2 groupes de la NUPES ont déjà eu, LFI, déjà évoqué, et le PS. Effectivement, en novembre, LFI avait eu cette opportunité de déposer des projets de loi et avait eu du succès avec la proposition d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et si je me souviens bien, vous aviez invité par la suite, pour en parler, Mélanie Fogel, députée ELV, qui a au Sénat obtenu un vote également positif sur ce sujet. Ok, effectivement, ouais, c'était très intéressant aussi d'ailleurs. Et du coup, ça sert donc à quelque chose d'avoir des élus qui utilisent cette niche, non? Ah bah oui, oui, c'est important. C'est un droit vraiment intéressant parce qu'il permet aux groupes d'opposition de présenter leurs idées et d'obtenir des avancées dans le débat sur des sujets que la majorité ne veut pas forcément aborder. Ce droit est inscrit dans la Constitution, mais pas celle du départ, pas 1958, mais ça a été inscrit en 1995 et réaffirmé en 2008. Alors en plus, en ce moment, comme le parti présidentiel n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il y a un véritable enjeu pour le groupe d'opposition ou minoritaire, parce que des alliances peuvent se créer sur un texte et un vote favorable peut avoir lieu contre l'avis du gouvernement. Et en plus, avec des articles de presse qui sortent à l'occasion des niches parlementaires, on fait avancer, je pense, le débat dans la société. C'est pour ça aussi, à mon avis, que les groupes déposent beaucoup de projets de loi, sans doute beaucoup plus que ce qu'ils peuvent réellement faire passer en 15 heures de séance. Et comme c'est une niche par définition, c'est tenu par les groupes d'opposition. Donc, en général, le gouvernement, il s'oppose à cette opposition souvent. Et donc, comment est-ce que le combat a lieu, on va dire, dans l'arène, alors, dans l'arène de l'Assemblée? Alors, les tactiques de la majorité vis-à-vis de ces propositions et de faire de toute façon du travail de sape des textes, des masses d'amendements, pour ralentir les débats, parce que ça prend vraiment du temps de traiter un amendement, et puis il y a le pour, il y a le contre, etc. Ensuite, on vote, et ça ralentit les débats, et ça fait en sorte effectivement qu'on arrive à faire examiner le moins de textes possible avant minuit. Et ça, c'était exactement ce que la majorité, elle reproche toujours à l'opposition, non, de faire du travail de sape, et en fait, eux-mêmes le font, non? Bah oui, regardez ce que je dis, pas ce que je fais. C'est les choses, on peut les reprocher dans un sens, mais il ne faut pas les reprocher dans l'autre. Voilà, bon. Mais là, pendant la semaine du 29 mars, les textes proposés par le groupe écologiste pour la séance du jeudi 6 avril sont passés en commission, et les députés qui étaient opposés aux propositions pouvaient effectivement les démonter, affaiblir le contenu avec le soutien de tel ou tel parti, suivant les alliances de circonstances, de telle sorte que cela n'a parfois plus d'intérêt de débattre et de voter un texte dénaturé.
Et c'est ce qui s'est produit pour le groupe écolo, pour 2 textes en tout cas, qu'ils ont renoncé à présenter en séance. Alors l'un portait sur l'interdiction des publicités lumineuses et informatiques, numériques, pardon, et l'autre sur la reconnaissance en tant que crime d'État de la répression des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Donc le premier texte sur l'interdiction des publicités lumineuses et numériques coulait de source, car elles ne sont pas compatibles avec les impératifs de la sobriété énergétique, avec la protection de la santé publique et avec la qualité des paysages urbains. De plus, la société d'hyperconsommation qui est promue par ces pubs ne correspond pas non plus à la nécessaire sobriété dont nous avons besoin sur une planète dont les ressources sont limitées. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai lu, les propositions ont été torpillées en commission par les députés Renaissance, les Républicains, le RN. Ils ont repris les arguments du lobby du secteur. La seconde proposition de loi aurait eu très peu de chances d'être votée par le camp présidentiel, qui est en fait opposé à une reconnaissance de crime d'État. Donc même s'il y a eu en 2012 une première étape avec une reconnaissance officielle de cette répression sanglante par François Hollande, puis par Emmanuel Macron lui-même en 2021, l'objectif était aujourd'hui que le Parlement ajoute une portée normative à quelque chose qui était reconnu de manière déclarative par les 2 présidents. Mais voilà, le groupe écologiste a compris que ça ne passerait pas. Et finalement, ils ont tranché. Je crois que ça a été assez difficile, mais ils ont tranché, décidé de ne pas maintenir à l'ordre du jour. Alors évidemment, quand on lit les comptes rendus, on a presque envie de décerner des prix de mauvaise foi, parce qu'il y a des députés qui leur ont reproché d'avoir retiré ces 2 projets de loi, alors qu'ils avaient largement contribué à les rendre impossibles à voter. Voilà. Bon. Okay. Et là, tu nous parlais donc de la préparation. Si c'était pas à pleurer, on en rirait. C'est vrai que... Et ça, c'était la préparation en amont, donc. Oui, une longue préparation en amont. Voilà. Et pendant la journée même, donc finalement, quelles ont été alors les idées qui ont été portées par le groupe écologiste pendant cette niche? Alors, les idées que le groupe voulait porter étaient basées sur le constat que notre société vit sous l'impact conjugué de plusieurs périls climatiques, sociaux, sociétaux, et que nos vies sont déjà bousculées et continueront de l'être, et durablement. Donc, les députés voulaient, par la proposition, souligner l'urgence, la nécessité urgente d'agir pour protéger nos concitoyens, nos concitoyennes, pour leur permettre de répondre à leurs besoins essentiels et puis permettre d'entrevoir collectivement une autre façon de penser la société. Donc, pouvoir manger correctement, je les cite, pouvoir manger correctement et à sa faim, c'est essentiel. Garantir aux jeunes un minimum pour vivre est essentiel. Avoir un endroit où habiter, s'y sentir en sécurité est essentiel. Lutter contre les injustices climatiques, le gaspillage, la négligence, la mise en danger de notre environnement est essentiel. Et se reconnecter à la nature sereinement est essentiel. Tous les textes proposés correspondaient à cela. Et voilà, ils avaient comme but de nous protéger des crises actuelles et des crises à venir. C'était des textes qui voulaient qu'on ne laisse personne derrière nous et qu'on donne à toutes et tous des conditions de vie dignes et respectables. Donc ça, c'était le but. Et finalement, comment ça s'est passé? Comment se sont déroulés les débats et les votes? Oui, alors c'est mitigé, évidemment. Le groupe s'est concentré sur 4 propositions, finalement, en espérant les passer avant minuit. Donc là, évidemment, le classement est très stratégique. Alors, dans le passage, la journée a commencé à 9h avec le projet qui a été intitulé finalement « Mieux manger ». Il avait été plus qu'un peu démonté en commission. Et c'est un texte qui avait bien sûr une dimension sociale, sanitaire et environnementale. En raison de l'inflation dont nous connaissons aujourd'hui les niveaux élevés, au vu de la situation de millions de personnes qui est fragilisée aujourd'hui, puisqu'il faut rogner sur les dépenses et c'est sur le manger, la qualité de ce qu'on achète, etc., que tout ça porte. Ils avaient proposé donc 3 choses. Une prime alimentaire exceptionnelle pour tous les ménages dans la limite d'un certain plafond, qui ne pouvait être
inférieur à 50 € par personne et par mois, et avec l'espérance de mettre ça en place en juillet ou septembre 2023, donc suivant les difficultés de l'essai à transformer. Le deuxième point, c'était les cantines scolaires, proposition de 2 menus végétariens par semaine ou une option végétarienne à tous les repas, au plus tard le 1er janvier 2025. Et enfin, une interdiction à partir de 2024 des nitrites dans les charcuteries et dans certains services de restauration collective. Alors évidemment, le dispositif de prime alimentaire a été jugé trop complexe et trop complexe et trop coûteux par le camp macroniste, qui assure que le gouvernement va lancer prochainement une expérimentation de chèque alimentaire très bientôt. Ce serait une promesse présidentielle qui n'a pas encore été concrétisée. Ça a été rejeté finalement à 138 voix contre 121. Alors on voit que le camp présidentiel a vraiment battu le rappel de toutes ses troupes pour s'opposer à ces mesures. Et il y a même des Renaissance qui a qualifié cette proposition à plusieurs reprises d'inspiration marxiste. Le lobby de la charcuterie est très fort, ça on le sait, et bien sûr, il a entraîné le rejet de la proposition de loi sur l'interdiction des nitrites. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a quelques jours, l'application Malbouffe Yuka, que certains connaissent peut-être, qui fait des indications sur les produits alimentaires, a eu des gains de cause à la Cour d'appel de Limoges. Ils avaient été accusés parce qu'ils mettent des mentions cancérogènes sur certains produits pour protéger donc évidemment les consommateurs. Ils avaient été traînés au tribunal, accusés par un charcutier industriel qui voulait qu'on enlève ces mentions. Et en fait, condamnés en première instance, ils ont eu gain en appel. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'on ne sait pas qu'il y a des nitrites et que c'est cancérogène et que ça produit un tas de cancers du côlon notamment. Et donc, je pense que cette proposition de loi reviendra sur la table. On n'en a pas fini avec ce sujet. Alors sinon, à noter, très intéressant, 2 amendements qui au cours des débats, ont été adoptés. Un amendement qui a été proposé par les communistes qui crée un panier inflation pour les produits agricoles et alimentaires avec des prix fixés. Et puis l'autre amendement qui venait des rangs de LFI qui élargit à l'ensemble du territoire un bouclier qualité-prix qui existe dans les Outre-mer pour les produits alimentaires et d'hygiène dits indispensables. Et cet amendement prévoit à minima le blocage des prix pour 5 fruits et légumes de saison. Les écologistes, évidemment, s'en sont réjouis. C'était, on va dire peut-être un lot de consolation par rapport au rejet de la proposition de loi, mais bon, très intéressant. Et très intéressant malgré les incertitudes qui pèsent encore sur le sort qui leur sera réservé ultérieurement. Ok. Et pour les jeunes, du coup, il y avait aussi une proposition spécifique pour eux. Est-ce qu'elle a eu un peu plus de succès? Alors oui, effectivement, il y avait une proposition parce que bon, là, on rejoint toujours la même problématique de comment dirais-je, de pouvoir d'achat. Et on sait bien que les étudiants devraient être sur les bancs de l'université. Malheureusement, 48% d'eux sont obligés d'aller travailler pour compenser la faiblesse du système boursier. Et puis, les jeunes actifs, eux, sont vraiment victimes du marché du travail flexibilisé. Ils ont des contrats précaires, des intérims, des faibles rémunérations. Et donc, le groupe écologiste, pour rompre avec cette logique infernale du sacrifice de notre jeunesse, avait proposé 2 mesures importantes. Alors, l'une, c'était d'ouvrir l'éligibilité du revenu de solidarité active, le RSA, donc aux jeunes de 18 à 24 ans, qui en sont aujourd'hui privés. Et puis, l'autre proposition, c'était de multiplier par 4 le budget qui est dédié aux bourses étudiantes et puis de réorganiser en profondeur le système de bourses pour en augmenter le nombre de bénéficiaires et les montants. Mais voilà, des mesures qui étaient évaluées à 16 milliards d'euros, mais qui pouvaient être financées par une réforme de la fiscalité sur l'héritage. Ces propositions avaient de toute façon été retoquées en commission, déjà, et puis malheureusement placées en 4e position, elles n'ont plus été examinées en séance. Donc voilà, un sujet qui devra revenir aussi sur la table. Et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été voté, Uberhaus? Oui,
Ça va. Oui, oui, parce qu'on commence à désespérer, mais oui, il y a eu un projet de loi qui a été voté l'après-midi. C'est le projet de loi qui était porté par la députée Sandrine Rousseau sur l'indemnisation des dégâts immobiliers, enfin des dégâts, pardon, sur les biens immobiliers qui sont causés par les RGA. Donc pas de panique avec cet acronyme, c'est les retraits gonflements des argiles. Pour expliquer, donc les sols argileux se tassent lors des sécheresses et se regonflent quand il y a de l'humidité, ce qui peut faire apparaître des fissures dans les bâtiments, notamment ceux qui ont des fondations peu profondes, comme les maisons individuelles. Et ça occasionne des travaux qui sont très coûteux et ça peut même aller jusqu'à l'inhabitabilité, pardon pour le terme, ou même l'effondrement de la maison, voilà. Et donc, sachant qu'il y a 50% des sols de notre pays qui sont concernés, et 3 millions de maisons qui sont fortement concernées déjà. Ce projet de loi avait toute sa raison d'être. Et le but, donc, c'était de modifier les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe pour augmenter le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle, et puis de rendre la procédure d'expertise plus efficace et impartiale, rééquilibrer surtout les rapports entre l'assurance et l'assuré, en facilitant la reconnaissance de causalité, hein, qui permet effectivement d'obtenir une indemnisation. Donc c'est un peu technique, mais on comprend bien le but. Et là, effectivement, ce texte a été voté par 115 voix contre 9, malgré les critiques du gouvernement et des députés du camp présidentiel, hein, qui se sont courageusement abstenus. Et maintenant, ce texte devra être examiné par le Sénat. À propos des députés de la majorité, notre député de notre circonscription, Frédéric Petit, il était présent là. Comment il a voté? Oui, d'après ce que j'ai vu dans le compte-rendu, oui, il était présent. Et puis, j'ai vu voter, comme la majorité présidentielle, donc voter contre manger mieux et s'abstenir, là, dans le cas des problèmes des RGA. Est-ce qu'il y a une autre proposition qui a été discutée aussi? Oui, alors une proposition qui faisait polémique, évidemment, qui a été, à partir du moment où elle est passée en commission, c'est un sujet qui revient souvent, c'est l'interdiction des vols en jet privé. On en parle dans tous les pays, d'ailleurs. Et donc, là, c'était logique aussi, hein, dans le cadre de notre lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre tout ce qui est nuisible à l'environnement, le gaspillage, etc. Il était évident que c'était une proposition très intéressante. Et en fait, pour détailler la proposition, non, elle proposait d'interdire les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale, avec des exceptions données à des transports d'intérêt général, interdire des services non réguliers de transport aérien public de passagers dont le nombre de passagers est inférieur à 60. Ce texte n'a pas recueilli évidemment l'aval des députés Renaissance, mais on note qu'il a été débattu juste au moment où l'aéroport d'Amsterdam annonçait que les jets privés ne seraient plus les bienvenus sur son tarmac. Et avec l'explication suivante, ce sont des petits avions qui génèrent une quantité disproportionnée de nuisances sonores et d'émissions de CO2 par passager, environ 20 fois supérieure à celle d'un vol commercial. Voilà, mais là, si j'ai bien regardé la liste des votes, il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été votés, il y a eu de la discussion sur ce sujet, mais on n'a plus eu de vote final. Je pense que minuit avait sonné. Donc finalement, pour conclure, une petite victoire sur les maisons, et puis des discussions qui ont été ouvertes, prolongées, qui vont revenir sur la table, comme tu l'as dit, non, sur la jeunesse. Sur les jets privés, ça revient effectivement souvent. Et puis la nourriture qui est essentielle, non, ça c'est central dans la transition écologique, donc on doit faire tous. Alors, il y avait encore une proposition intéressante, mais alors qui n'a pas du tout été débattue en séance, forcément, puisqu'elle était placée en tout dernier. C'était l'interdiction de la chasse le dimanche. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui est voulu quand même par 78% de Français, d'après le sondage le plus récent. Et là, malheureusement, ça a été tout de suite levé de bouclier, des procès d'intention. Alors, les chasseurs ont tout de suite dit que c'était un premier pas pour interdire totalement la chasse, alors que le projet de loi n'avait rien à voir avec une interdiction totale. C'était plutôt répondre à une pratique de la
la forêt, de la nature, qui permettent à chacun d'avoir ses libertés. D'ailleurs, j'ai noté, hein, c'est quand même assez cocasse, le président donc, de la Fédération nationale de la chasse a dit quelque chose comme ah, ça devient vraiment pénible, ces gens qui veulent régenter nos vies, qui veulent enlever nos libertés individuelles. Oui, liberté, il faut de la liberté pour tout le monde. On sait bien que la liberté de chacun s'arrête là où commencent les autres, mais bon, voilà. Peut-être que ce monsieur ne connaît pas trop Pourtant, on l'apprend bien à l'école en général. Déclaration des droits de l'homme. Alors du coup, bah, voilà, ça a fait beaucoup de polémiques encore une fois, et malheureusement, ça encore un autre sujet à remettre sur la table. Une dernière petite question qui nous vient du chat. Est-ce que tu crois que la loi sur les RGA a une chance de passer au Sénat? Oui, moi je suis assez confiante. Bon, d'abord, on a des sénateurs qui vont la défendre, mais je pense que ça concerne tellement de personnes et que là, à mon avis, que tu sois de droite ou de gauche, tu peux être concerné, tu peux dans ta vie tout à coup voir que ta maison à laquelle tu tiens tant, elle a ses problèmes. Je crois que là, tout le monde se sent concerné. Voilà, et donc chacun vote toujours suivant son intérêt, n'est-ce pas? Ben Brigitte, mille merci pour cette participation ici à Lola Nupes, pour cette niche. Ben, merci beaucoup, c'est super de faire cette invitation. Je pense qu'effectivement, on a besoin de faire œuvre de, comment dirais-je, d'information sur ce qui se passe à l'Assemblée, parce que si on se reposait que sur la presse, on ne saurait peut-être pas assez de choses. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir proposé de présenter la niche parlementaire du groupe écologiste. Ben, merci à toi alors, et à la prochaine alors, pour une autre niche, peut-être avant la prochaine niche quand même. Une fois par an pour chaque groupe, hein, donc voilà. Il faut de la patience. Allez, à la prochaine Brigitte. Ciao, merci beaucoup. Ah, donc une nouvelle niche qui a apporté de nouveaux débats, hein, des thèmes, des nouveaux et des vieux débats. Et bah encore merci à Brigitte, oui, comme j'ai dit. Donc Maxime, toi, tu n'as pas venu nulle part. Et tu vas nous faire la chronique culture aujourd'hui. Oui. Tu veux lancer un petit jingle ou tu direct. Ou alors si. Bon, direct. Alors je te laisse. Bon, j'ai oublié le jingle. Il a fallu que je couche ma fille. Ah, bah voilà, tu aurais pu mettre la petite mélodie que tu as mis pour la petite chanson que tu lui as chantée. Alors là, vous serez surpris de ce que je lui chante. Ça va être la devinette de la prochaine fois. Eh ben, allez-y. Bon. On est parti. Donc aujourd'hui, on va faire une chronique culture en fait qui va s'intéresser, enfin qui va être une chronique sociologique. En fait, c'est l'actualité en fait qui nous invite à nous intéresser à une notion de sociologie politique, en fait, qu'on retrouve beaucoup dans la bouche des personnalités de droite et d'extrême droite, à chaque fois qu'on assiste à un déchaînement de violences policières pour les justifier. Et cette notion, c'est celle de monopole de la violence physique légitime que détiendrait l'État, comme l'aurait dit le sociologue allemand Max Weber. Alors, on a notamment entendu récemment Éric Zemmour, donc qui a dit sur BFM TV, donc c'était le 30 mars 2020, dernier, il a dit « Le mot violence policière est un oxymore, il ne peut pas y avoir de violence policière, car la police et donc l'État a le monopole de la violence légitime. On sait ça depuis Max Weber. » Et notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait dit quelque chose d'à peu près similaire. Donc c'était en 2020, donc c'était quand il était en audition devant l'Assemblée nationale. Il avait dit « Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. » Voilà. Le problème ici, c'est que je pense qu'ils ont assez mal compris la notion et que probablement que Max Weber a dû se retourner dans sa tombe. Donc on va peut-être essayer de le remettre à l'endroit. Alors, pour commencer, donc ça va être une chronique culture peut-être un petit peu type cours de sociologie. Et donc déjà pour commencer, peut-être présenter qui est Max Weber.
Alors, Max Weber, c'est un sociologue et économiste allemand qui est né en 1864 à Erfurt et qui est mort en 1920 à Weimar, donc en Allemagne. Et on le cite souvent parmi les pères fondateurs de la sociologie. En fait, il était tenant d'une sociologie qu'on dit compréhensive, donc c'est-à-dire en fait qui s'intéresse au sens que les individus donnent à leurs pratiques et représentations. Et donc la question centrale qui se pose, c'est en fait comment les individus expliquent ce qu'ils font. Et en fait, c'est pour lui nécessaire de comprendre les intentions des individus pour expliquer les actions. Et c'est en ça qu'on oppose souvent à Émile Durkheim, donc qui est un autre fondateur de la sociologie. Je pense que c'est des noms qui parlent aux personnes qui ont fait des études économiques et sociales. Et donc voilà, en fait, ce qui les oppose, c'est qu'on va souvent dire que Max Weber est un sociologue de l'action sociale, quand Durkheim est plutôt présenté comme un sociologue des faits sociaux. Alors, les quelques grands thèmes sur lesquels Weber a travaillé, donc c'est bien sûr la sociologie politique et le droit, avec l'étude du capitalisme, de la bureaucratie et du processus de rationalisation en Occident, donc qu'il a pu observer lui, donc fin 19e, début 20e, et aussi la sociologie de la musique, donc qui est une partie peut-être un peu moins connue du grand public de ce qu'il a fait. Parmi voilà les quelques apports de lui qu'on peut citer, il y a évidemment, je pense que ça parlera voilà à certains, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est donc un livre dans lequel il défend la thèse selon laquelle en fait le capitalisme est une éthique avant d'être un système économique, et donc que la naissance de l'éthique protestante a joué un rôle majeur dans le développement du capitalisme. Il a aussi montré donc ce qui était pour lui en fait l'opposition entre éthique de responsabilité et éthique de conviction. Et voilà, je cite vraiment là que quelques exemples, parce que l'œuvre de Max Weber est assez importante et ce serait impossible ici de restituer toute sa logique. Voilà, et donc sur le plan, on va dire, des méthodologiques, on le connaît surtout pour avoir inventé donc les idéotypes, pour avoir réfléchi en termes d'idéotypes. Alors, je vais vous donner la définition de ce qu'est un idéal type, et puis et donc on en verra un exemple un petit peu tout à l'heure avec l'État. Et donc il nous dit qu'un idéal type, c'est un type abstrait, une catégorie qui aide à comprendre ou théoriser certains phénomènes, sans prétendre que les caractéristiques de ce type se retrouvent toujours et parfaitement dans les phénomènes observés. Donc en fait, pour résumer, en gros, c'est un phénomène social dans sa forme la plus aboutie, théoriquement. Donc, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui est la question du monopole de la violence physique légitime, voilà ce que lui a dit précisément. Il a dit « Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. » Voilà. Donc là, vous avez la définition à l'écran. En fait, cette définition, elle est issue d'une conférence qu'il a tenue le 28 janvier 1919, donc ça commence à remonter un petit peu, et qui donnera un livre, donc en allemand, qui s'appelle Politik als Beruf, et qui a été traduit en français. En fait, ça a été mis dans un livre qui s'appelle Le savant et le politique, dans lequel donc ce livre Politik als Beruf ne constitue qu'une seule partie, donc qui a été traduit par Le métier et la vocation d'homme politique. En fait, pour restituer, pour resituer un petit peu à quel moment il donne cette conférence. En fait, dans cette conférence, en fait, il parle un petit peu de ce qu'il observe à l'époque en Occident. Et donc, en fait, c'est une forme d'aboutissement de la formation de l'État contemporain. Donc, on a la fin du système féodal et donc le regroupement dans une seule main du pouvoir qui dispose de la totalité des moyens de gestion politique. Donc voilà, l'État contemporain, donc. Il voit aussi l'émergence des partis politiques sous la forme qu'on connaît, donc avec la centralité qu'ils prennent dans la distribution des postes politiques. Et aussi, il voit que la politique devient une activité professionnelle, rémunératrice, qui peut assurer une carrière. Alors, si on reprend donc la définition de Max Weber, on va prendre déjà la partie, donc,
qu'est-ce donc le monopole de la violence physique légitime. C'est vrai que dit comme ça, c'est une formulation qui peut un petit peu impressionner, d'autant que c'est une définition qui est souvent reprise en sciences politiques, et on peut se dire, bon, bah, si l'État c'est ça, qui a le monopole de la violence physique légitime, autant rentrer chez nous, on peut rien faire contre lui. Mais c'est pas si simple. Puisque déjà, le terme de violence est peut-être pas très bien choisi en termes de traduction, puisqu'en allemand, on a le terme Gewaltsamkeit. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, et notamment quand on prend la définition dans le dictionnaire, c'est un terme qui va plutôt se rapprocher en fait, du terme force en français ou exercice de la force. C'est pour ça que parfois, que dans certaines retraductions, on va trouver davantage le terme force ou exercice de la force. Et aussi, ce qu'on remarque surtout, c'est que Weber lui-même est pas tout à fait au clair avec les termes qu'il emploie. Puisque dans un autre livre qui s'appelle Concepts fondamentaux de la sociologie, en fait, il dit on appellera État une entreprise institutionnelle de caractère politique lorsque et dans la mesure où son équipe administrative revendique avec succès pour la mise en œuvre de ses ordres le monopole de la coercition physique légitime, avec en allemand le terme Zwang, donc voilà, coercition, voilà, qui va surtout vouloir dire coercition. Et donc on voit bien ici qu'il faut faire attention aux raccourcis trop rapides qui pourrait laisser penser qu'il parle là en premier lieu de la violence physique concrète que la police peut exercer au nom de l'État avec ses matraques et ses LBD. Et en fait, ce qu'on voit aussi très rapidement dans la définition, c'est que Weber, à aucun moment, il dit que toutes les violences de l'État sont légitimes. Il dit simplement que l'État est le seul acteur dont la violence peut être légitime. Concrètement, c'est pas parce que je suis en situation de monopole sur le marché des ballons rouges que je peux pas vendre des ballons bleus. Donc c'est pas parce que l'État a le monopole de la violence physique légitime que toutes ces violences sont légitimes. Donc ça déjà voilà, c'est pour le terme souvent repris en tant que tel. Maintenant, quand on prend la phrase, on voit que il dit aussi dedans, en fait, il dit pas que l'État... en fait, ce qu'il dit, c'est que l'État revendique avec succès sur un territoire défini, donc ce monopole. Et là, c'est un élément qui vient rappeler, si c'était pas clair jusque-là, qu'en fait, Max Weber, il fait aucune prescription, il définit aucune règle ici sur ce que doit être un État contemporain. Mais en fait, il décrit simplement ce qu'il voit, ce qu'il observe. Et contrairement en fait à ce qu'on lit absolument partout, en fait, il dit pas que l'État détient le monopole de la violence physique légitime. En fait, il dit qu'il le revendique avec succès. Et en plus, ce qu'il faut noter, c'est que dans la version allemande, le terme avec succès est entre parenthèses, ce qui laisse un doute sur le degré de succès rencontré ici. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce monopole, c'est pas un état de fait absolu, mais c'est davantage une volonté satisfaite. Et si l'État ne fait que le revendiquer et qu'il y parvient, ça signifie qu'il n'est pas exclu qu'on lui conteste et qu'il y a peut-être d'autres groupes qui peuvent revendiquer, mais du coup sans succès. Voire éventuellement avec un certain succès, puisqu'en fait, ce qui est assez évident ici, c'est qu'on a là justement donc une définition qui est idéal typique de l'État en fait. Soit, en fait, là, ce qu'il décrit, c'est un État abstrait vers lequel on tend, mais sans pour autant qu'il soit une réalité à 100%. D'ailleurs, on le voit parce que dans la définition qui est donnée dans Concepts fondamentaux de la sociologie, donc la deuxième définition que j'ai donnée, en fait, Weber il précise là qu'il s'agit de l'État dans sa forme aboutie. Voilà, et donc le meilleur exemple, c'est par exemple l'exemple de la mafia en Italie. Est-ce qu'on oserait affirmer que l'État italien n'est pas un vrai État parce que dans certaines parties de son territoire, parce qu'il y a certaines parties de son territoire qui peuvent en fait être dominées par la mafia? Non. Je pense qu'aujourd'hui, personne dirait que l'Italie n'est pas ce qu'on appelle un État. Et on en arrive au dernier point de la définition, en fait, qui est un point
qui est un petit peu un point aveugle depuis le début, c'est la question, c'est le terme légitime. Dans le terme monopole de la violence physique légitime. Puisque, en fait, quand on prend Darmanin et Zemmour, par exemple, en fait, on voit qu'ils semblent voir dans ce légitime une sorte de validation absolue du droit de l'État à être violent sans limite, sans qu'on puisse ne rien pouvoir lui objecter, puisqu'il serait par nature légitime. En fait, c'est tout le contraire. Puisque pour Weber, si toute domination repose sur la légitimité, cette légitimité, elle découle de la reconnaissance sociale. Puisqu'il dit la violence qui est considérée comme légitime, en fait, un peu après dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage Le savant et le politique. Et en fait, il existe pour lui, et donc là, c'est là où il précise après qu'il existe trois idéotypes de domination ou légitimité, donc traditionnelle, charismatique et légale rationnelle. Et donc la domination de l'État contemporain, elle, c'est une domination de type légale rationnelle. Et en fait, donc elle est légale rationnelle en ce qu'elle repose sur la rationalité et qu'elle repose sur la croyance en la légitimité des règles légales adoptées et du droit de donner des directives qu'ont ceux qui exercent la domination par ces moyens. Donc en fait, quand Darmanin mobilise le concept de violence physique légitime de Max Weber, en pensant qu'il lui permet de montrer que la violence de sa police est toujours légitime, en fait, il met au contraire en avant un concept qui lui indique que la légitimité de cette violence peut être contestée si elle apparaît ne pas répondre à des lois établies rationnellement, et que c'est alors la domination de l'État au nom duquel la police exerce cette violence qui risque d'être mise en cause. Rien que ça. Et en fait, ça aussi, ça en dit long sur sa conception de l'État de droit. Sur leur conception de l'État de droit, quand Darmanin et Zemmour, plutôt que de s'inquiéter des signaux pouvant montrer que l'action de la police s'en éloigne, s'éloigne de l'état de droit, qui préfère au contraire affirmer que sa violence ne peut connaître de limites. Et donc si on en revient donc à la situation actuelle, on ne peut qu'appeler le gouvernement, on peut qu'appeler le gouvernement comme nous, on le fait, à ne pas être hémiplégique. En fait, comme le dit François Ruffin, face aux violences, en ne voyant que celles de personnes qui vont se montrer violentes en marge des manifestations et pas celles de la police. Car au-delà de voir la légitimité de sa violence remise en cause, l'État voit ici aussi son monopole de la violence physique légitime contestée. En bloquant tout processus de discussion démocratique sur les retraites, quand il agit avec une telle violence dans sa méthode, et en se montrant sourd aux millions de personnes dans la rue, il semble ici qu'Emmanuel Macron soit en train de légitimer d'autres violences physiques que celles de l'État. C'est vrai que moi, je regarde assez régulièrement le JT de France 2, et c'est vrai qu'on entend de plus en plus rapporter qu'il y a de plus en plus de gens qui finissent par se demander si la violence physique ne devient pas un mode d'action légitime. Hein, il y a des c'est vrai qu'on les micro-trottoirs ne sont pas forcément, ne révèlent pas forcément l'opinion, mais on peut penser que là, s'ils ont absolument rien d'autre à montrer que des gens qui finissent par dire qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, ou qui finissent par dire que finalement, ceux qui voient casser à la télé, peut-être qu'ils ont pas tout à fait tort, on a ça d'assez inquiétant. Avec des gens qui vont aussi souligner souvent que le seul mouvement qui a réussi à obtenir quelque chose de Macron, c'est les Gilets jaunes, et qu'ils ont réussi à le faire en augmentant le niveau de violence. Et nous, c'est vrai, on aura beau répéter de notre côté que c'est pas une solution, hein, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon qui dit la violence est une erreur absolue dans la conduite d'un mouvement, ou encore de François Ruffin qui dit je refuse toute violence d'où qu'elle vienne. La question, c'est aujourd'hui que faire devant un pyromane. Et d'ailleurs, que faire? C'est ce que demandait récemment Sandrine Rousseau sur le plateau de l'événement sur France 2 à Aurore Berger, qui est la chef de file des macronistes à l'Assemblée nationale, et à Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Et en fait, ce qu'on voit dans la façon qu'elle a eu des interpellés, c'est à quel point elle a tenté de faire preuve de mesure, et en fait, loin de remettre en cause la légitimité de l'État, elle a au contraire cherché à dire en creux, en fait,
à ceux qui sont à la tête de l'État de ne pas le laisser être contesté, enfin de ne pas laisser la légitimité de l'État être contestée. Donc puisqu'elle les a interpellés en ces termes, en leur disant qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous entendiez ce qui se passe dans la rue, comment faut-il le faire, avec quels mots, dites-nous, donnez-nous le code de conduite pour qu'on se conduise bien si telle est la question. Voilà. Donc on voit que là qu'il y avait une vraie volonté de respecter ce que veut l'État dans la façon de résoudre le problème. Pour conclure, moi j'ai envie de dire à Gérald Darmanin que s'il a vraiment envie de faire de la sociologie politique et s'intéresser à ce qu'est l'État, on peut toujours lui conseiller de porter un regard critique sur la définition de Max Weber, puisqu'en fait on voit que si Weber il ignore pas les jeux qui existent au sein des États pour participer au pouvoir, comme il dit, c'est vrai que sa définition de l'État, en fait, elle en fait un bloc. En fait, elle fait de l'État un bloc monolithique qui exerce lui-même une domination. Et donc, alors que c'est pas en plein l'inverse chez Antonio Gramsci, qui dit pour qui l'État n'est pas celui qui exerce la domination, mais le moyen de domination de la classe dirigeante sur les dominés. Puisque donc il définit l'État, et donc il dit l'État est l'ensemble des activités pratiques et théoriques grâce auxquelles la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais réussit à obtenir le consensus actif des gouvernés. Et en fait, pour lui, la classe dirigeante, elle est hégémonique, comme il dit, quand elle n'a plus besoin de réprimer, ou plus uniquement besoin de réprimer par la force, mais qu'elle domine par un consentement actif et volontaire des dominés. Et il dit alors que dans ces cas-là, elle dirige davantage qu'elle domine. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de consentement, son hégémonie est en crise et elle doit alors se remettre à dominer par la force. Et donc, je pense que Gérald Darmanin, il serait peut-être plus inspiré de jouer carte sur table et de nous dire clairement le mot violence policière est tout à fait approprié. Nous ne sommes plus en mesure de diriger le pays, alors nous allons le dominer. Et là, à défaut d'être un bon ministre de l'Intérieur, il serait peut-être un bon sociologue. Et c'était tout pour moi. Oh, merci beaucoup. Juste. En plus, on salue quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat, un camarade de Strasbourg, et qui vient de dire qu'il vient de sortir d'une NAS à Strasbourg dans le rassemblement aujourd'hui. Donc, ça tombe exactement dans le thème dont on parlait. Donc, il faut vite qu'il aille lire les livres d'Armanin pour arrêter de nous embêter. Ça pourrait être une très bonne aussi, un très bon sujet de raconter un petit peu comment la violence peut monter dans une manifestation. Je pense qu'on est quelques-uns à avoir vécu ces moments-là, avec des gens pris en as, qui se font gazer, et avec autour de nous des gens qui au début étaient très calmes, et qui finissent complètement révoltés. Ça. Des expériences de plus en plus communes. Je pense. Merci beaucoup Maxime pour tout cet éclairage qu'on va envoyer maintenant. C'est parti à Darmanin. Et du coup, on va passer à notre partie suivante. Voilà. Est-ce qu'on lance un petit jingle? Vous avez des papiers? Oui. Puisqu'on va faire une revue de presse dans certains pays de la Circo. Allez, jingle. Heureux élus. Voilà. Le petit jingle qui fait plaisir. Oui, se détendre après un thème quand même difficile. Alors bon, comment nous est venue l'idée d'improviser un petit peu cette revue de presse? Eh bien, on s'est rendu compte que après des années d'adulation de Macron à peu près dans les journaux de nos pays, il commençait à y avoir quand même des fractures et une prise de conscience. Donc, il y a une certaine évolution. Il y avait eu des signes avant-coureurs, son intervention au Liban, le traitement de la crise ukrainienne avait été aussi assez... vous vous rappelez peut-être de ce verbe macroner qui en était ressorti. Macroner, c'est-à-dire faire des grands discours, promettre des choses et ne rien faire.
Bon, mais là, en fait, ce qui a vraiment déclenché les choses, c'est la visite en Chine avec ses impairs et bien sûr la situation en France, l'annulation de la visite de Charles, je ne sais plus combien, et les poubelles partout, et les violences qui ont quand même choqué un petit peu. Donc, on a même vu, alors ça m'a fait rire, j'ai vu dans le Financial Times qu'il se demandait si la France allait vers une 6e République. Alors moi qui suis allée manifester plusieurs fois, et c'est loin quand même pour une 6e République, ça m'a quand même fait plaisir. Mais donc pour ce qui se passe dans notre circonscription, il faut reconnaître, sur les 16 pays, on arrive à en couvrir 4, et encore, c'est pas une couverture exhaustive, mais j'espère que ça va donner quand même une petite idée de ce qui peut être dit sur nous, et comment la situation peut être perçue depuis l'étranger. C'est toujours très instructif. Donc, oui, les plus petits pays de notre circonscription, dans un site comme Courrier International, par exemple, je ne trouve pas d'article de ces pays sur la France qui soit traduit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun article d'écrit, ou plutôt que l'opinion de ces pays sur la France n'intéresse pas trop Courrier International? J'en sais rien, mais le fait est. Donc, on se limite à ces 4 pays qu'on a montrés dans le jingle. Je vais donc parler un petit peu de l'Autriche. Com va parler de la Tchéquie, et puis Mathias va parler de la Pologne, et je vais finir en revenant à l'Allemagne. On ne peut pas se passer de l'Allemagne. Donc en Autriche, je me suis intéressée au Standard, apparemment une sorte d'équivalent du Monde, un journal pas trop à gauche, mais pas trop à droite non plus. Alors, le 11 avril, ce journal a publié un article très critique et même, je dirais, virulent. Et j'ai lu dans les commentaires, certains commentateurs disaient « Oui, mais le correspondant, l'envoyé spécial à Paris, le correspondant, il déteste Macron », ce qui n'est pas complètement impossible. Donc, je vous lis quelques extraits. Le titre, c'est Macron, de l'adulation aux huées. Et en 2017, Emmanuel Macron était encore un jeune homme rayonnant qui a conquis ses compatriotes en leur promettant une révolution, titre de son livre. Avec un discours européen flamboyant, il a même ensorcelé à l'université de la Sorbonne la chancelière Angela Merkel, à qui d'habitude on ne fait pas prendre si facilement des vessies pour des lanternes. 6 ans et un mandat plus tard, le touche-à-tout de l'Élysée s'est mis à dos la quasi-totalité du pays avec sa réforme centrale des retraites qui a tout éclipsé. Le fier à bras d'antan est plus impopulaire que jamais et se trouve face à un désastre programmatique. Certes, la position du chef de l'État est quasiment inattaquable en France, mais le macronisme, cette ambitieuse voie de réforme du centre radical, s'est transformé en un concept exsangue qui n'a pas d'avenir. Il est significatif qu'Emmanuel Macron ne semble même pas s'en rendre compte. La semaine dernière à Pékin, il s'est lancé dans une longue tirade dans le décor grandiose du Parti communiste jusqu'à ce que le chef de l'État chinois montre de sérieux signes d'ennui, voire d'agacement. Vous voyez donc, c'est vraiment virulent. Ça continue avec des apparitions ratées, et la question, il se pose, est-ce encore de l'amour-propre ou déjà de l'autisme politique? Et dans la conclusion, on retrouve les préoccupations principales de l'Autriche. Donc la base de Macron est encore plus mince, son avenir à l'Élysée est sombre, mais peut-être que la Cour constitutionnelle trouvera une issue élégante et intelligente. Évidemment, cet article date d'avant la décision. Ce ne serait pas seulement souhaitable pour la France. En ces temps de guerre et de crise, l'Europe entière a besoin de tout sauf d'une crise politique dans un pays central de l'Union européenne. Voilà, donc ça, c'est vraiment un article particulièrement rentre-dedans. Il y en a qui sont moins virulents, mais on y trouve donc ces derniers temps essentiellement donc la critique de son passage en Chine. Et pour ce qui concerne la réforme après la décision du Conseil constitutionnel,
Macron miserait sur la fatigue et la résignation de la population. Et la crainte générale reste celle de la montée du Rassemblement national. Donc je vous cite, il ne faut pas s'attendre à ce que Macron convoque de nouvelles élections. Son parti ne pourrait actuellement que perdre, alors que la populiste de droite Marine Le Pen progresse constamment selon les sondages. La nouvelle responsable du syndicat CGT, Sophie Binet, a reproché ce week-end à Macron d'ouvrir la porte à Le Pen en s'obstinant. Et en effet, c'est les deux craintes qu'on retrouve dans ce journal, c'est l'Europe, comment l'Europe va faire face à ces crises si la France s'enfonce dans sa propre crise en plus, et l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, alors même qu'elle ne se bat pas contre la réforme et qu'elle ne fait rien. Voilà donc un tour très rapide de ce que j'ai pu voir dans ce journal autrichien. Et je crois qu'on va donc passer à Côme qui va nous parler de la Tchéquie. Tout à fait, oui. Merci Christine. Donc on part un petit peu plus vers le nord et on passe du monde germanique au monde slave. Et donc voilà, je suis allé voir un peu ce qui se disait dans la presse tchèque. Alors, je parle pas vraiment le tchèque, mais j'ai pu quand même trouver des informations intéressantes. Notamment, j'ai trouvé 3 articles qui étaient, en règle générale, qui parlaient de la situation au niveau de la réforme de la retraite, mais aussi, très souvent, ça parlait de la perception d'Emmanuel Macron en Tchéquie ou même plus vastement en Europe centrale. Donc, le premier article que je voulais vous partager, c'est les Français n'ont pas renoncé à leur opposition à la réforme. Donc ça, c'est un article du Bravo. Donc c'est un journal de gauche, plutôt centre-gauche. Donc c'est plutôt, on va dire, Libé que Lumar, par chez nous. Mais c'était un article que je trouvais intéressant parce qu'il était assez exhaustif. Et pourtant, malgré le fait que ce soit un journal plutôt de gauche, il restait relativement neutre sur la réponse à la réforme des retraites. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça un peu. Donc, pour résumer très rapidement, il mentionne le passage de la réforme sans vote à l'Assemblée nationale. Il rappelle tous les blocages par les routiers, par les blocages des trains, des raffineries, des éboueurs. Il rappelle également l'ampleur des manifestations, mais aussi celle du dispositif policier contre les manifestants. Et dans cet article, ils insistent aussi très fortement sur l'utilisation de gaz lacrymogène par la police. Mais par contre, ils ne franchissent jamais la ligne d'appeler ça des violences policières et ils disent toujours ça comme étant une réaction à la violence de certains manifestants. Alors voilà, c'est à peu près ça ce qui est sous-entendu par cet article. Et ensuite, ils citent un certain nombre de leaders syndicaux et politiques, donc les propos d'Emmanuel Macron lors de son interview, quand il disait qu'il n'était pas content de faire cette réforme mais que c'était nécessaire. Aussi les propos de Philippe Martinez qui disait que ce que faisait Macron, c'était comme lancer un bidon d'essence dans le feu. Les propos de Laurent Berger qui disait que depuis janvier, il n'avait pas vu un seul ministre pour quelques négociations que ce soit. Et aussi les propos que Fabien Roussel avait portés. Alors pourquoi, je ne sais pas exactement, mais c'était dans sa réaction. La réaction de Fabien Roussel qui disait « Lâchez vos matraques, rejoignez la procession, le cortège à la police ». Voilà. Donc j'avais choisi cet article-là qui est très exhaustif, très descriptif, mais qui c'est pas vraiment très bien se placer. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quand même un journal de gauche tchèque. Mais le problème de cette gauche tchèque, c'est que effectivement, elle a les années communistes qui lui plombent toujours l'aile, qui lui empêche un peu une certaine forme de radicalité, qui a peur en fait de casser avec le front libéral de la grande majeure partie de la population et qui est dominant depuis l'effondrement du bloc soviétique. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous Français. Et pour vraiment vous replacer dans le contexte, le mot gauche fait toujours peur en République tchèque.
Donc voilà, ça c'est quelque chose, un des articles que j'avais choisi, qui m'intéressait pour vous parler un peu du contexte aussi, la vision en Tchéquie. Le deuxième, c'était Macron sur la corde raide, controverse après la visite en Chine et sur la réforme des retraites, d'Anna Urbanova. Donc c'est une journaliste de la radio publique tchèque, mais qui a publié ça sur leur site internet. Et donc en fait, là, c'est un portrait plutôt à charge sur la perception qu'a Emmanuel Macron en République tchèque, et notamment un certain nombre de critiques du point de vue assez tchèque, ou en tout cas très Europe centrale, de sa politique. Notamment au niveau de son voyage en Chine, il y a une certaine incompréhension au niveau de la notion d'autonomie stratégique qu'il a mentionné en Chine. Donc en fait, pour beaucoup d'Européens d'Europe centrale, en fait, ne pas soutenir les États-Unis, c'est soit très naïf, soit soutenir indirectement la Chine et la Russie d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette très grande polarisation. Et aux portes de la Russie, la plupart des pays slaves ont vraiment un besoin de soutien, ou en tout cas ont ce sentiment de besoin d'être soutenus par les USA pour pouvoir avoir une existence propre. Ça, c'est quand même assez intéressant de nos points de vue. Même si, évidemment, à la NUP, on n'est pas vraiment d'accord avec ça du tout, je pense. Pareil, ensuite, Christine rementionnait le fameux verbe de macroner. Donc, en fait, ça aussi, c'est une critique qui est faite à Macron. C'est qu'en fait, les discussions en Chine, ils font le parallèle directement avec les discussions qu'il y avait entre Macron et Poutine au début de l'invasion russe, qui ont servi selon cette journaliste vraiment à rien. Et il y a aussi toujours une certaine mention au niveau international du peu d'intérêt pour l'Europe centrale et orientale d'Emmanuel Macron, qui préfère concentrer ses efforts avec les relations avec l'Allemagne, ce qui me paraît assez plutôt juste là-dessus. Et par contre aussi, il y a des points qui le critiquent au niveau de son comportement, mais aussi de sa méthode de gouvernement. Donc sur la réforme des retraites qui est passée en force, il mentionne aussi la déconnexion de Macron avec la population, et notamment la façon d'où il vient. Il mentionne Rothschild, etc. Et il mentionne aussi sa très faible popularité, notamment avec un sondage qui est aussi devenu assez connu là en France, qui disait que si on refaisait le second tour, sans doute Marine Le Pen passerait devant. Voilà, donc ça c'était le deuxième article, un peu plus rapide. Et le troisième article, alors ça, c'est un peu l'article que j'ai choisi parce que ça vous montre quand même qu'il y a aussi une grande déconnexion entre certaines personnes d'Europe centrale et vers ce qui se passe en France. Donc le titre, c'est « La France connaît à nouveau une période de manifestation et de grève ». C'est aussi sur le site de la radio tchèque publique, et c'est par une écrivaine qui s'appelle Clara Notaro, qui vit à Paris. Mais je vais pas vous le cacher, c'est vraiment un torchon libéral. C'est bourré de clichés, de stéréotypes. Et donc, voilà, par exemple, les manifs des Gilets jaunes se sont transformés en pillage de magasins. C'est quelque chose qui se dit dans cet article-là. La journaliste soutient très clairement la réforme et le choix de Macron en argumentant sur la crise due au Covid qui a fait un certain endettement, le fait que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a créé cette inflation, etc. Enfin, on connaît tous ces arguments qui sont vraiment portés par le gouvernement français. Et malgré tout, cette journaliste donne quelques piques un peu à Macron, mais bon, ça reste quand même limité. Globalement, c'est très en soutien d'Emmanuel Macron. Je vais quand même vous lire quelques petits morceaux choisis qui vous donneront un peu la teneur de ce brûlot, on va dire. Alors, par exemple, les Français ont de nombreuses raisons d'être mécontents. Ils commencent à comprendre que la société ne peut pas compter sur l'État pour résoudre tous ces problèmes. Donc on voit là, c'est vraiment
complètement politique extrêmement libérale. Deuxième citation, la théorie promulguée pendant des décennies selon laquelle la France n'a pas besoin d'industrie parce qu'elle est si belle qu'elle ne peut vivre que du tourisme, de la gastronomie et de la production de biens de luxe s'est révélée creuse, voire néfaste. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est complètement vraiment plein de bourré de stéréotypes, c'est extrêmement cliché. Je ne sais pas comment cette personne peut vivre en France et se rendre compte de ça, mais bon, écoute, c'est son point de vue. Une autre citation, le soutien de l'État ne remplacera jamais le sentiment d'utilité et la joie du travail bien fait. Alors là, ça sent vraiment le MEDEF à plein nez, hein. Un peu, on pourrait dire, presque. Mais bon. Et quelques autres citations, très rapides, hein. L'humeur révolutionnaire se répand surtout parmi les partisans de l'association des partis de gauche NUP. Les manifestations deviennent de plus en plus agressives et les jeunes voyous gauchistes commettent des dégâts partout où ils s'introduisent. Ils ont même détruit les anciennes portes de la mairie de Bordeaux. Alors qu'on sait très bien maintenant que c'était effectivement des militants d'extrême droite qui avaient mis le feu à cette mairie, si je ne me trompe pas. Et la dernière petite citation, parce que celle-là m'a vraiment surprise, on va dire. Le président Macron a même dû demander au roi Charles III d'Angleterre de reporter son voyage officiel en France parce qu'il ne pouvait pas lui offrir un séjour digne. Ainsi, l'extrême gauche, emmenée par Sandrine Rousseau, exigeant l'annulation de la cérémonie au château de Versailles, a obtenu gain de cause. Donc comme quoi, il y a vraiment une déconnexion. L'extrême gauche emmenée par Sandrine Rousseau, je ne crois pas que ça soit très justifié comme emploi. Ça m'a fait quand même beaucoup rire en voyant que même dans la presse tchèque, Sandrine Rousseau se prenait des balles perdues comme ça, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais bon, c'est un peu triste, mais voilà. On va quand même sauver la phrase finale de cet article qui est « La réforme des retraites va continuer à être débattue car la voix de la rue est exceptionnellement forte en France cette fois-ci et de plus, le mot colère se fait entendre. » Voilà, donc ça, c'est à peu près le seul truc que je sauve de cet article. Et donc, je crois que Mathias, maintenant, voulait nous parler un peu de ce qui se disait en Pologne, je crois. C'est ça? Voilà, on se slavise de plus en plus, non? Après l'Autriche, après les Slaves habsbourgeois, eh ben, on passe aux Slaves, plus Slaves encore. Mais même, c'est pas très différent finalement que la République tchèque, non? Ces sociétés, en général, les dynamiques sont très semblables. Juste pour rappeler le paysage politique, non, il y a donc une droite libérale qui est dans l'opposition et puis il y a un gouvernement d'extrême droite conservatrice qui est au gouvernement avec le parti PiS. Et donc les journaux, ils suivent soit une ligne, soit de l'autre. Alors ce que j'ai fait, j'ai un peu regardé le plus grand journal de chaque camp. Donc pour les libéraux, ça s'appelle Wyborcza, Gazeta Wyborcza, et le Rzeczpospolita, c'est celui des conservateurs. Alors déjà, le premier point, effectivement, moi, je cherchais plutôt qu'est-ce qu'ils allaient dire sur les retraites. Et en fait, effectivement, ils sont plus concernés par ce qu'il a dit sur la Chine et ce qu'il dit sur l'Ukraine que la contestation des retraites. Ça les préoccupe beaucoup plus. Alors, sur la question des retraites, bien que ça ait été un thème, n'empêche, qui a divisé aussi la Pologne, puisque les libéraux avaient augmenté l'âge à 67 ans. Et après, lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ils ont rabaissé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes. Donc, ça a été vraiment un thème aussi qui a mené des débats, où il y a eu des débats ici, en Pologne, pardon. Mais finalement, les approches ne sont pas si différentes que l'une de l'autre, même si, en général, les libéraux sont plus pro-réforme et contre la contestation. Mais grosso modo, l'approche est semblable, c'est-à-dire il n'y a aucune remise en question de la réforme en soi. Ce qui est remis en question, c'est la méthode et Macron comme personne qui n'est plus vraiment la bonne personne pour mettre ces réformes en place. Mais pour eux, c'est des réformes nécessaires, non? Ce qui est dans ce que j'ai lu, moi en tout cas, ce qui est, contrairement à ce que tu dis un peu c'est que l'inexistence de la gauche, enfin vraiment, la NUPES n'est pratiquement jamais mentionnée, ou même jamais parfois, dans des articles, vraiment, elle n'existe pas, la gauche n'existe pas, et c'est que Le Pen qui existe. La semaine dernière, il y a eu 2 articles, 2 interviews de Le Pen dans les 2 journaux, le même jour d'ailleurs. Une, ils ont repris une interview de Die Welt,
qu'ils ont reprises, en fait. Ça, c'est le Rzeczpospolita. Et les autres ont interviewé directement Marine Le Pen. Donc, c'est vraiment cette opposition que tant les macronistes que le Front National essayent de mettre en scène. C'est cette opposition, soit les libéraux, soit l'extrême droite. Et la gauche, pour eux, ne joue aucun rôle. Et voilà. Et donc, je peux quand même vous lire aussi, comme tu as fait, comme quelques pépites. Hein. D'abord, chez donc, les libéraux qui sont les plus offensifs contre donc, la réforme. Alors, dans une interview, ils ont interviewé donc, un Français, Bruno Jambert, directeur général adjoint de Opinion Way. Et déjà, donc, dans les simples questions du journaliste, donc 2 fois, on voit donc son parti pris. Dans une, il dit Emmanuel Macron ne commet-il pas une erreur en décidant d'imposer par la force une réforme par ailleurs nécessaire? Et l'autre question, seulement, même si la réforme des retraites est dans l'intérêt de la France, le mécontentement social, les frustrations et les violences qu'elle provoque coïncident-ils avec cet intérêt? Donc vraiment, c'est une évidence, enfin ça ne se discute pas, la retraite, il n'y a aucune discussion sur est-ce que peut-être la réforme, elle est mauvaise ou pas, ça c'est une évidence et on passe, la question c'est seulement comment on la met en pratique et qui la met en pratique. Dans un autre article, on peut voir aussi un peu un certain mépris non, pour les revendications, la contestation, avec la phrase « la disparité entre l'ampleur et l'objet des manifestations et la portée relativement modeste des changements apportés au système de retraite français est stupéfiante ». Donc pour eux, 2 ans de plus, vraiment, qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai encore vu un autre article, toujours dans le Wyborcza, qui reprenait en fait un article du New York Times, et avec le titre « Le combat pour », où était mentionnée la phrase « Le combat pour l'âge de la retraite est un combat pour l'identité ». Donc, on passe carrément, ils vont passer à l'immigration, presque, on dirait. Et puis, on voyait une photo de retraités sur les terrasses en train de se la couler douce, où ils disent franchement, ces retraités, ils ont tellement la vie belle, de quoi ils se plaignent. En plus, au passage, ce n'est pas les retraités qui se plaignent, c'est les autres, justement. De l'autre côté, Rzeczpospolita est un tout petit peu plus factuel, je dois avouer. Mais j'ai trouvé un article en particulier extrêmement virulent également, avec des phrases du style aujourd'hui, les Français s'efforcent à nouveau de ne pas accepter l'inévitable. Et pourquoi un changement aussi minime fait-il descendre des millions de manifestants dans la rue? Ou encore, c'est triste, mais le combat entre les rêves et la dure réalité doit tôt ou tard se terminer par la victoire de cette dernière. Et il compare les syndicats et les protestants au général Cambronne, qui était ce général napoléonien qui, à Waterloo, a sorti la phrase « La garde meurt mais ne se rend pas ». Donc voilà, c'est leur référence historique. Donc j'avais vu un autre article aussi dans le même Rzeczpospolita qui parlait un tout petit peu de la contestation, mais qui parlait de la contestation en Europe et qui disait les grèves qui paralysent la France depuis des semaines s'étendent aux pays voisins. Donc finalement, c'est peut-être ça la grande peur. Et si on fait une comparaison historique, j'irai un tout petit peu plus loin, plutôt à la Révolution française, à toute proportion gardée, où finalement, on voit c'est les dominants des autres pays qui ont peur justement de la contagion de cette contestation, qui, quand on le voit ici dans les manifs ou dans les syndicats, au contraire, elle génère plutôt l'admiration. Voilà, donc c'est un petit tour de 2 grands journaux polonais sur la France. Oui, Mathias. Donc, on retourne vers l'ouest, hein, quand même, vers le gros morceau de notre circo, et dans lequel je trouve qu'on retrouve quand même un peu de ce que vous avez signalé, l'absence de la NUPES et l'omniprésence de Macron et le Rassemblement national. Et donc, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est combien il semble difficile en Allemagne, plus que ce que j'ai vu en Autriche en tout cas, de simplement se demander si quand même les Français n'auraient pas des raisons, et même des bonnes raisons, de refuser avec une telle force cette réforme. C'est quand même, ça pour moi c'est frappant. Hein. Ça va tellement de soi que cette réforme, qu'elle doit de toute façon être appliquée.
qu'elle a même traîné trop longtemps. Le dogme n'est absolument pas remis en question. Donc, en janvier, au début de la guerre autour de cette réforme, on trouvait dans le Spiegel le fait à propos de Macron, le fait qu'il repousse la réforme depuis aujourd'hui presque 6 ans décuple l'importance des enjeux. Un signal de sérieux budgétaire de la part de la France est attendu depuis aussi longtemps que Godot. Donc il faut un petit peu d'esprit, mais on attend cette réforme. Et pour situer un petit peu mieux comment les personnalités politiques sont perçues, je vous cite un petit passage de la Süddeutsche Zeitung, c'est par chez moi, c'est un journal, d'après le Courrier international, de tendance libérale et grand défenseur des valeurs démocratiques et de l'état de droit, rien que ça. Et voilà comment ce journal voyait l'an dernier la campagne présidentielle. Le titre, c'était « Avant la présidentielle, la campagne la plus nulle du monde ». Je ne leur donnerai pas complètement tort, mais voilà comment ils présentaient les choses. 12 personnes se présentent aux élections et toutes, comme le prévoit la loi, doivent s'exprimer dans les médias. Cette douzaine de candidats bigarrés n'est pas sans rappeler la clique de médecins d'Astérix chez les Helvètes, au chevet du castor romain empoisonné. Tous parlent en même temps et proposent des remèdes qui, seuls ou combinés, signifieraient la mort certaine du patient. Parmi les propositions, sortie de l'OTAN, réforme immédiate de tout et de tous, redistribution générale des richesses, gratuité de la cantine et avant tout, les étrangers dehors. Donc bien sûr, on se rappelle de Zemmour, hein, les étrangers dehors, mais quand même, les propositions qui, seules ou combinées, signifieraient la mort certaine du patient. On trouve la gratuité de la cantine, la redistribution des richesses et la sortie de l'OTAN aussi. Dans cet article aussi, je cite Nathalie Arthaud, comme ça, comme candidate d'extrême gauche, mais Roussel et Mélenchon ont droit aussi aux mêmes qualificatifs, sont aussi des candidats d'extrême gauche. Alors, pour revenir à la période actuelle, d'après le Frankfurter Rundschau, ce qui manque à Macron, donc ça c'est un quotidien plutôt de gauche, ce qui manque à Macron, c'est de donner l'impression de prendre en compte les suggestions et les critiques et d'éviter l'image d'arrogance qui lui colle depuis longtemps, qui lui colle à lui et à ses ministres. Il ne suffit pas d'avoir raison, là je cite, il ne suffit pas d'avoir raison, cette constatation doit être particulièrement difficile à avaler pour un personnage aussi autosatisfait qu'Emmanuel Macron. Donc, Macron a raison. C'est ce qui me frappe, c'est oui, c'est difficile, mais il a raison. Il continue en disant les Françaises et les Français voient dans cette affaire l'obstination d'un chef de l'État qui ne songe qu'à sa réussite personnelle et n'écoute pas les 68% des citoyennes et citoyens qui sont contre la réforme. Au lieu d'expliquer de façon convaincante que le financement de leur retraite est menacé, il proclame que les citoyennes et citoyens doivent travailler plus. Même si cela revient à la même chose, ça tombe mal en ce moment où l'inflation fait baisser les salaires. Donc, à nouveau, il faudrait expliquer de façon convaincante que le financement de la retraite est menacé, mais c'est un fait que le financement est menacé. J'ai trouvé quand même un article plus critique sur la réforme, daté du 6 avril dans le Tageszeitung, je crois que c'est un journal de Berlin. Le titre, c'est « L'incompréhensible entêtement d'Emmanuel Macron sur les retraites ». Alors, il nous explique, donc depuis le début de l'année, Macron et son gouvernement n'ont pas une seule fois réussi à expliquer de façon crédible en quoi cette réforme était vraiment indispensable sous sa forme actuelle. Les arguments officiels qui prétendent qu'elle est urgente d'un point de vue financier si l'on veut préserver le système à moyen terme ont été abondamment réfutés. Les promesses d'alléger les injustices émergentes par des mesures compensatoires ont été dénoncées comme autant de mensonges. Il ne reste donc qu'une seule raison de s'accrocher à cette réforme, l'autorité de Macron en tant que chef de l'État. Et là, c'est le seul article que j'ai trouvé où, en effet, se pose la question, oui, les arguments du gouvernement sont ceux-ci, mais est-ce qu'ils sont vrais ?
Et j'ai trouvé donc ça intéressant. Je voudrais revenir au Spiegel, parce qu'un article récent, donc du 15 avril, a fait le buzz un peu partout, parce qu'il était vraiment très critique de la façon antidémocratique de Macron de faire passer sa réforme en force. Le titre, c'est « La France comparée à la Hongrie et à la Pologne. L'Europe applique 2 poids 2 mesures en matière d'état de droit ». Alors, l'article rapporte la décision du Conseil constitutionnel. Par sa décision, le Conseil constitutionnel a emprunté une voie très française pour vaincre progressivement la résistance de la base. Les 6 hommes et 3 femmes, issus de la même classe supérieure étatiste qu'Emmanuel Macron, ont approuvé l'essentiel de la loi qui relève progressivement l'âge de la retraite, etc. Mais ils en ont renversé certains aspects. Par exemple, l'indice des seniors. Cela ressemble à un jugement de Salomon. Le projet prestigieux que le président de la République avait imposé de manière antidémocratique selon les critères allemands, sans vote au Parlement, perd des plumes, mais il n'est pas enterré. En apparence, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Alors, je voudrais souligner un projet imposé de manière antidémocratique selon les critères allemands. Et là, on voit, moi j'ai l'impression que les critères de la démocratie sont un petit peu aussi à géométrie variable. En Allemagne, ce ne serait pas admissible, mais bon, en France, qu'est-ce que vous voulez ? L'article continue sur l'éventualité d'un référendum, le rapport de force, les opposants qui seraient, le nombre baisserait, fatigue et tout. Et ensuite, il revient aux scènes qui ont choqué, hein, de violence et de poubelles et tout ça. Pour les observateurs allemands, les scènes détestables en France sont l'occasion de soumettre les idées reçues sur la démocratie et l'état de droit dans différentes régions de l'Union européenne à un test de réalité. Donc, on va tester face à la réalité les idées reçues sur la démocratie et l'état de droit. Le voisin de l'Ouest, tant apprécié, remplit-il les critères allemands en matière de relations bien ordonnées et dans une plus grande mesure que les gouvernements polonais et hongrois, critiqués à juste titre et que de nombreux Allemands considèrent de haut comme des Européens de seconde zone? Macron se montre-t-il plus démocratique que la Hongrie et la Pologne? Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Les Allemands critiquent et considèrent de haut, à juste titre, les Polonais et les Hongrois. Mais les Français, est-ce qu'ils peuvent le faire? Le journal continue à se demander quel serait le jugement de l'opinion publique si des nationaux populistes comme Viktor Orban à Budapest ou le gouvernement PIS à Varsovie imposaient une réforme aussi fondamentale que le relèvement de l'âge de la retraite avec des méthodes aussi autoritaires que celles de Macron à Paris, sans le vote du Parlement, et s'ils la faisaient ensuite approuver par un Conseil constitutionnel dont ils auraient personnellement choisi une bonne partie des membres. Il n'y a pas de cour constitutionnelle en France. Donc, je trouve cette comparaison vraiment intéressante et c'est pour cette raison que cet article a vraiment fait le buzz. J'apprécie cette remarque finale, il n'y a pas de cour constitutionnelle en France. Nous, on est là en train de se demander, oui, est-ce qu'ils sont assez fiables? Pour les Allemands, ça n'est pas sérieux. Et en effet, je partage cette opinion que le Conseil constitutionnel n'est pas sérieusement une cour constitutionnelle. Et je voudrais vous lire encore, je vais finir la conclusion de cet article qui m'a aussi vraiment frappée. Voilà leur conclusion. Donc, est-ce que la France vaut mieux que la Hongrie ou la Pologne? Leur conclusion. La véritable raison pour laquelle Macron a choisi cette voie problématique, c'est qu'il ne voyait pas d'autre moyen de sortir la France de son incapacité structurelle à se réformer. Celle-ci aurait conduit, à plus ou moins long terme, à la faillite de l'État et aurait mis l'euro en danger. Et pour moi, cette conclusion, c'est oui, à première vue, c'est comme ce qui se passe en Hongrie et en Pologne. Mais la différence, c'est que la France, elle a cette incapacité structurelle à se réformer. Jamais il n'explique à quoi ça serait lié, mais ça a l'air d'être un cliché habituel. Et
à cause de cette incapacité structurelle, Macron n'a pas d'autre choix. Et il ne peut pas mettre l'euro en danger, donc tant pis pour la démocratie. C'est ce que je lis dans cette conclusion. J'ai trouvé cet article vraiment, vraiment frappant. La priorité pour les Allemands me fait penser, cette conclusion en tout cas me fait penser que pour les Allemands, dans les autres pays un peu moins avancés que l'Allemagne, on peut prendre des libertés avec les principes démocratiques. Et l'euro a la priorité sur tout le reste. On l'a vu avec la Grèce en 2015 et je me dis que si cette réforme ne passe vraiment pas en France, ce ne serait pas exclu qu'on se retrouve à avoir un traitement médiatique qui rappellerait celui qui avait été fait à la Grèce. Voilà donc ce que j'ai pu dire sur la presse allemande. Évidemment, ça n'est toujours pas exhaustif. Je n'ai pas tout lu. J'ai certainement raté beaucoup de choses. Mais voilà mon impression en tout cas. Waouh, je t'avoue, je l'avais vu passer l'article du Spiegel, mais je ne l'avais pas lu en entier. Là, je vais le lire en entier maintenant. Il est glaçant, hein, ce que tu racontes. Ah oui. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Ce sentiment de supériorité tranquille, c'est quand même surprenant. Ouais. Voilà. Ben... Mission accomplie, les amis. Oui, super. Voilà, arrivé à la fin, donc. Est-ce que, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont là en salle d'attente, tout le monde est parti se coucher. Hop. Mais là, ils sont là. Toute l'équipe est là. Et j'ai une question, est-ce que par hasard vous avez des stylos et des papiers à la main ou quelque chose pour taper comme ça? Oui. Parce qu'on nous a critiqué dans le chat qu'on n'avait pas nos casseroles aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Pour finir, on tape, c'est notre action proteste aujourd'hui. Alors Louis, il a disparu. Devant la mairie. On est en train Exactement. de voisins. Oh là là. Bon. Et on a même là, chers amis, à la prochaine sera sûrement le 8 mai, non? Parce que le 1er mai, on va peut-être aller oui, sans doute. Oui. Le 8 mai n'est pas férié en Allemagne. Hein. Voilà. Ah. Et oui. Donc, ça devrait être notre prochaine émission, le 8 mai. On se retrouve tous et toutes ici pour un Allo la NUPES. Et on aura des choses à raconter sur le 1er mai, certainement. Sûrement. Ouh, sans doute, sans doute. Oui. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne à la prochaine. Courage, belle casserole à tous et à toutes. Et bonne soirée. Ciao. Merci. Bonne soirée.